Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire qui a la mission d'accueillir toutes les personnes qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine. Bienvenue à l'immigrant a vu le jour en 2017 par la fondatrice, la présidente actuelle, Madame Ariane Vondon, qui a de sa propre expérience personnelle, a donc décidé de pouvoir accueillir et aider toutes les personnes qui arrivent afin que cette personne n'ait pas à vivre les mêmes défis qu'elle, afin que ces personnes puissent trouver du réconfort, du soutien, de l'accueil. Donc, Bienvenue à l'immigrant accueille donc toutes ces personnes et les aide dans leur processus d'intégration. Cette aide, c'est un accompagnement, en fait, un accompagnement personnalisé qui tient compte de la personne accompagnée. Cet accompagnement tient compte de ses ambitions, tient compte de ses besoins et même de sa personnalité culturelle. Quand on arrive dans un nouveau pays, la méconnaissance fait en sorte qu'on peut vivre le rejet, on peut vivre la discrimination, on peut vivre l'isolement. Donc, Bienvenue à l'immigrant, par toutes ces activités qu'elle organise, permet au nouvel arrivant de pouvoir sortir, de pouvoir prendre sa place, de pouvoir moins s'isoler et de pouvoir être plus inclus dans la société, de mieux s'intégrer en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de diversité et d'inclusion. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Madame Anna Kroll, qui est directrice générale et directrice diversité et inclusion au Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Bonjour Anna et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Eve, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là et très honorée. Oh, ça me fait plaisir. Anna, tu es spécialiste, tout d'abord, philosophe de formation, oui. Spécialiste en communication interpersonnelle et en analyse du langage. Oui. Tu as une vaste expérience dans le domaine des sciences sociales. Tout ça, c'est ce que ta biographie dit. Mais toi-même, Anna, comment est-ce que tu te perçois? Si je te demande, qui est Anna? Donc, oui, Anna est un philosophe. Et professionnellement, donc, Anna est un philosophe. Je suis chercheur. J'occupe justement les postes de directrice générale et de directrice de diversité et inclusion au réseau. Et personnellement, je suis une des deux filles de mes parents. Je suis la sœur de deux frères et une sœur. Je suis une tante de 9 magnifiques êtres. My God! Oui, j'ai ce bonheur d'avoir une grande famille. Je suis une conjointe heureuse. Ça, c'est bien intéressant. Je pense que je suis tout seul. Je suis aussi une femme immigrante. Je suis ici depuis presque 5 ans. C'est pas tant que ça. Non. On peut te classer dans les nouveaux arrivants. Pour quelques mois encore, oui. Après 5 ans là, tu n'es plus nouvelle arrivante. C'est ça. C'est dans la loi. Mais dis-moi, tu es une spécialiste dans la communication interpersonnelle. J'entends ça, mais ça me dit pas grand chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi la communication interpersonnelle? Communication, le mot communication vient du mot latin communicare, qui veut dire mettre en commun et partager. Donc la communication interpersonnelle, c'est de mettre en commun, au minimum entre deux personnes. C'est une relation, au moyen du langage. C'est pourquoi on dit communication interpersonnelle aussi, c'est pour distinguer de communication entre homme-machine ou homme-animal. Ok. Aujourd'hui, dans mon introduction, je disais qu'on va parler de diversité et d'inclusion. Oui. En quoi est-ce que cette communication interpersonnelle peut impacter l'inclusion? La communication, ça me semble crucial. Parce que ça peut être le début de certains processus, des rencontres entre les personnes. Je pense qu'il faut, cette question de communication, il faut la penser sur 2 niveaux. La première, c'est de s'assurer d'inviter les personnes en fait, qui sont concernées par les mêmes enjeux, donc avoir toutes les parties prenantes qui sont concernées par une problématique autour de la table. De s'assurer que tout le monde puisse parler librement.
Mais souvent dans la communication, on pense à la question des productions. Mais il faut aussi porter l'attention à l'écoute. Donc dans la rencontre, parce que la communication interpersonnelle, c'est une forme de rencontre, il faut penser à écouter, à bien écouter, écouter activement, écouter avec une ouverture, écouter sans jugement. Ces deux choses, ça me semble vraiment très important pour les réunir. C'est comme des conditions de réussite des communications. Et une autre chose, ça concerne la communication individuelle dans la rencontre. C'est de s'assurer que ce que je dis est clair pour tout le monde. Que je n'utilise pas, par exemple, des mots trop compliqués, trop recherchés, trop techniques, parce que je ne sais pas si toutes les personnes autour de la table connaissent ces mots-là. Ça, c'est une manière, par exemple, quand la rencontre se fait, d'exclure quelqu'un. Donc, s'assurer en termes de communicabilité que c'est accessible pour tous les participants. Donc, et quand on parle de communication comme ça, on pense que c'est toujours tout le monde est d'accord. Quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, Exact. Ce qui est toujours très important, c'est au moment quand il y a des conflits. C'est de pouvoir s'asseoir autour de la table et de pouvoir se parler. C'est le début. C'est toujours très important de se parler. C'est pas qu'on commence quelque chose, après on abandonne. Non, la communication, ça permet de s'assurer que la collaboration se passe bien. C'est très très intéressant, mais je me pose la question, qu'est-ce qui t'a amené à vraiment t'intéresser au sujet? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai l'impression, en fait, que je me suis toujours intéressée au langage. Je me rappelle, ça c'est comme une anecdote. Ma mère, c'est quelqu'un qui chante. C'est pas une chanteuse professionnelle, mais quand elle fait des choses à la maison, elle chante. Donc c'est comme ça que je connaissais aussi les artistes de sa jeunesse, en fait. Et il y a une chanson qui est très connue en Pologne, maintenant pour toute la génération. Mais il y a une phrase dans cette chanson qui dit qu'avec les mots, on peut tuer comme avec le couteau. Et quand j'étais plus jeune, je demandais à ma mère, ça veut dire quoi? Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était toujours là avec moi. Mais je pense que c'est lié avec un aspect en fait de force de langage. Le langage a une force de création qui est une force absolument magnifique quand on nomme des choses. Ces choses prennent une existence très particulière parce qu'on peut s'en saisir, on peut pousser, quand on parle par exemple des phénomènes qui se produisent dans la société. Une fois qu'on s'est nommé, on peut les décortiquer, on peut travailler dessus, on peut trouver des solutions. Mais il y a aussi la force destructrice, celle qui peut détruire la personne, qui peut la anéantir, qui peut la briser. Et là, les exemples, c'est par exemple, c'est des propos discriminatoires. Et la violence, il y a aussi, soit par la violence verbale, après ceux qui ne sont pas forts avec les mots, ils lèvent le poing. Effectivement. Et ça peut dégénérer et créer d'autres situations qui vont impliquer peut-être les parents, qui vont impliquer plein d'autres personnes encore autour. Ça peut détruire une vie. C'était déjà documenté que dans les écoles, par exemple, les personnes parfois fortement intimidées en fait arrivent à l'acte qui est irréparable et se suicident. Donc, je me rappelle, c'était en 2013 ou 2014 en France. Ça fait la première page de journaux parce qu'il y a une fille adolescente qui s'est enlevée la vie parce que l'intimidation était tellement forte. Donc, ce langage a une puissance incroyable et souvent on ne se rend pas compte parce que c'est quelque chose qui est nous donné de très jeune âge. Donc, on ne peut pas contrôler l'effet des paroles tout à fait sur une autre personne, mais il faut qu'on prenne une responsabilité de nos actes. La liberté des paroles, c'est quelque chose d'absolument incroyable, mais il y a avec ça, il y a la responsabilité. Et on ne peut pas dire, ça a déjà arrivé, c'était documentaire aussi, pour dire « Ah, c'est juste la façon de parler ». Non, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on dit, parce qu'il y a, c'est pas juste ce qu'on dit, le contenu, mais c'est aussi la manière dont on dit.
Donc, c'est ça, les paroles. On dit chez nous que la langue est un couteau à double tranchant. C'est très bien dit. C'est juste, en fait, ça résume tout ce que je viens de dire. Donc, c'est ça, la langue est un couteau vraiment à double tranchant. Et pour les personnes qui arrivent ici, qui arrivent dans un nouveau pays, parce que c'est une grosse décision de partir de chez lui, de laisser ses amis, de laisser sa famille, parfois de laisser même son travail, pour immigrer dans un pays dont il ne sait rien du tout. Donc, quand il arrive ici, le premier contact avec l'autre, c'est par la communication, c'est par le langage. D'où il y a des personnes qui vont se buter. Peut-être le fait que je ne les connais pas ou bien je ne connais pas comment ça se passe ici. Ils vont vivre l'isolement, ils vont vivre le rejet aussi. Donc, et de là peut partir aussi beaucoup de discrimination. Alors, le réseau de la paix, le réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Je suis certaine que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du réseau? Donc, le réseau pour la paix et l'harmonie sociale est composé de ses membres, parmi lesquels il y a des fondations philanthropiques, il y a des entreprises, il y a des institutions et aussi des personnes individuelles qui ont envie de soutenir notre travail. Nous travaillons principalement avec les organismes communautaires. Notre mission principale, c'est de soutenir les intervenants pour briser l'isolement, pour faire tomber le travail en silo. Notre stratégie de travail, c'est d'amener tout le monde à collaborer, c'est de travailler entre les communautés, entre les milieux, parce que c'est ça qui, en fait, on cherche d'avoir le meilleur impact social pour tout le monde. Mais c'est très intéressant parce que ça amène les gens à se parler justement, à connaître l'existence des uns et des autres, et de pouvoir vraiment se parler pour avoir des actions plus fortes et des actions plus étendues. Exactement, mais c'est aussi pour briser l'isolement des intervenants. Je reviens sur ce point parce que c'est vraiment très important. Les organismes communautaires se trouvent habituellement les premiers sur la première ligne, en fait, c'est face aux phénomènes qui se produisent à la société. Il y a beaucoup de pression sur les intervenants dans les organisations. C'est pour ça qu'il est très important d'amener les gens à se parler, parce que c'est une source, en fait, de renouvellement. De se dire aussi qu'on n'est pas seul, qu'il y a des autres qui travaillent, il y a des autres qui ont les mêmes problématiques, il y a certains qui ont peut-être déjà des solutions. Donc il y a aussi ce partage de pratiques. Ça c'est déjà une première réponse à ma question, parce que je voulais demander quelles sont les actions que le réseau mène concrètement pour pouvoir contribuer à lutter contre tout ce qui pourrait menacer la paix et l'harmonie dans la société. La chose qui est très intéressante dans ta question, parce que tu dis lutter contre, les réseaux ne luttent pas. Les réseaux travaillent pour favoriser la paix et les actions pour la paix et pour l'harmonie sociale. C'est pas qu'on ne voit pas les problématiques, parce qu'on les voit bien, mais on se pose la question, ok, et maintenant on fait quoi? Donc ça change un peu l'approche, parce que on se projette dans l'avenir. Donc on a 3 champs d'action. Il y a le champ d'action diversité et inclusion, il y a le champ d'action prévention des violences et la promotion de la paix. Dans chaque de ces champs d'action, on mène des projets, on participe dans la collaboration, on participe dans les projets. Est-ce que tu veux que je dise? Tu peux y aller. Okay. Dans le champ d'action diversité et inclusion, actuellement, on mène la suite en fait du projet qui a commencé avec le forum sur la diversité et l'inclusion, une convergence de pratiques pour l'unité d'action qui a eu lieu l'année dernière. Et lors de ce forum, on a réuni 250 personnes. C'est des professionnels, des DI, des EDI, en fait toutes les personnes qui travaillent sur la question de diversité et inclusion dans leur mandat professionnel. Il y avait des personnes de différents milieux, de différentes communautés. Pendant le forum, ils ont commencé à travailler sur les différents enjeux qui étaient définis via un sondage. Donc il y avait des enjeux plus transversaux comme la transformation organisationnelle ou langage commun,
ou la relation avec les bailleurs de fonds. Et aussi, ils ont travaillé dans leur secteur d'activité. Par exemple, éducation jeunesse, agriculture, services publics, immigrants et réfugiés. Et on a demandé pendant les ateliers qu'ils travaillent sur les propositions, les pistes de solutions des problématiques qui étaient définies. Donc ça c'était juste parce que c'était une journée d'atelier, donc c'est pas possible de trouver des solutions tout de suite, même si on aimerait bien. Et donc, suite au forum, on a écrit un rapport, on a résumé en fait tout ce qui a été dit pendant les ateliers, et ça donnait des points de départ pour les groupes de travail, qui aujourd'hui, dans le groupe de travail, il y a 60 de personnes. Ils travaillent dans les comités. C'est divisé par les problématiques, par le secteur aussi. C'est en fait l'objectif ultime de ce travail, c'est de créer un plan d'action collectif. Mais même si on a un objectif ultime, pendant les rencontres des comités, il y a énormément de changes qui se font. C'est aussi la manière justement d'amener les gens à collaborer ensemble. C'est amener aussi des milieux qui habituellement sont éloignés. Il y a autour des tables les gens qui proviennent de très grosses entreprises financières. Il y a des gens qui travaillent pour les petits organismes communautaires. Ça permet aussi de comprendre des logiques respectives et comment justement améliorer cette communication-là pour travailler mieux ensemble. Ça, c'est dans et après, on travaille aussi, on soutient par exemple la semaine de sensibilisation musulmane, la semaine d'action contre le racisme, le mois d'histoire des Noirs. Donc en fait, c'est aussi des soutiens déjà pour les projets existants, mais qui ne sont pas les nôtres. Dans la promotion de la paix, il y a notre projet phare qui est là depuis 9 ans, et c'est la Journée de la paix. Les Journées de la paix se produisent entre 21 septembre, donc la Journée internationale de la paix, et 2 octobre. Donc 2 octobre, c'est la Journée internationale de la non-violence. C'est 12 jours d'activités. On invite les organismes communautaires, les entreprises, en fait tout le monde, de proposer, d'organiser une activité pendant ces 12 jours-là qui sont liés avec la paix. La thématique de cette année, c'est agir pour l'égalité, bâtir la paix. On choisit toujours une thématique qui permet de réunir maximum de personnes. Donc, dans la programmation, grâce à ces activités qui sont proposées par des autres, on a des activités vraiment très variées. Il y a entre les conférences table ronde, il y a les projections de films, il y a le yoga. Il y a le match de soccer. Il y a le match de soccer organisé par Bienvenue à l'immigrant. Il y a pour des personnes plus âgées, moins âgées, il y a des activités familiales, donc vraiment plupart des activités est gratuite. Parfois, il faut s'inscrire, mais la majorité, je dirais 90% des activités est gratuite. Donc, en fait, la Journée de la paix, ça permet de souligner l'importance de la paix. Mais c'est aussi montrer aux personnes qui travaillent par exemple sur la lutte contre la discrimination, qui travaillent dans la diversité et l'inclusion, en fait de les amener à réfléchir à la paix. Parce que tout ce qu'ils font, ça contribue à la paix. Ça contribue à bâtir ou maintenir l'harmonie sociale. L'harmonie sociale. Oui. Mais c'est un sujet très très intéressant, mais je dirais aussi, en tant qu'immigrante, parce que tu es immigrante aussi, donc c'est un sujet tu peux te sentir concerné particulièrement par tout ce genre, tout cet enjeu, pardon. Donc, on parle beaucoup, tu as parlé de DI, on parle de plus en plus de diversité, d'inclusion, et puis je voudrais te demander comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Je vais dire professionnellement et peut-être dans ta vie personnelle aussi. Donc, comment tu vis cette inclusion, cette diversité? Tu sais, la diversité et l'inclusion, pour moi, ça signifie le changement. Parce que professionnellement, ça marque un virage dans ma carrière. J'ai travaillé sur ma thèse
sur l'éthique de la communication et l'analyse du langage. Et j'étais demandée à rejoindre un groupe interdisciplinaire qui travaillait sur la lutte contre la discrimination pour analyser la production médiatique. C'est vraiment à ce moment-là. C'est très beau. C'était un projet vraiment super parce qu'on a travaillé sur 3 journaux en France sur 10 ans. Donc ça demandait beaucoup de travail, mais c'était vraiment très intéressant à voir comment Média parle de la discrimination. Mais c'est à partir en fait d'un projet à l'autre pour analyser les politiques publiques, pour faire des évaluations. C'est vraiment ça, c'est un virage où j'ai pu mettre mes compétences en analyse du langage pour une cause. Donc, personnellement, c'est un changement aussi. C'est lié avec un changement. Parce que j'ai toujours voulu vivre dans une société qui est variée. J'ai quitté la Pologne. À l'époque, la Pologne a changé maintenant. Mais à l'époque, je vivais parmi les personnes qui me ressemblent. Et moi, je voulais vivre avec les personnes qui viennent d'ailleurs. Pour que je puisse rencontrer, pour que je puisse discuter, pour que je puisse apprendre aussi. Donc, j'ai migré vers la France et après la France, je migrais ici. Donc, moi, je suis très heureuse parce que ça me donne la possibilité de rencontrer des personnes qui viennent des horizons tellement différents, d'apprendre aussi de vérifier les vérités. Pour tester tes vérités. C'est ça, vraiment, parce que tant qu'on n'est pas en contact avec les gens qui viennent d'ailleurs, on peut penser beaucoup de choses. C'est au moment qu'on vit au quotidien, c'est là où on voit est-ce que ce que j'avais pensé avant, est-ce que je suis une personne que j'avais pensé que je suis. Donc la confrontation te fait savoir si c'est vrai. Oui. Est-ce que ça se vit comme j'avais pensé ou bien je dois revoir certaines choses? Oui. Tout à fait. Où sont vraiment mes limites? Est-ce que mes limites sont là où j'avais pensé? Est-ce que je suis une personne aussi ouverte que j'avais pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent, que je n'ai jamais pensé, qui peuvent me déranger parce que je n'avais pas la possibilité de voir? Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour moi, c'est toute la richesse. C'est pour ça aussi que je me sens aussi bien ici, parce qu'en termes d'inclusion, pour moi, ça s'est passé vraiment bien. C'était vraiment pas le cas en France. Donc ici, c'est juste magnifique. Parlons donc de diversité et d'inclusion. Tu as dit le réseau ne lutte pas. Donc, on oublie ce terme là. Alors, ce que je vais te demander, comment est-ce que tu penses que ce concept de EDI là, comment est-ce que tu penses que ce concept peut contribuer à favoriser une société sans discrimination? Il peut ou il ne peut pas. Parce que c'est lié justement avec la force du langage, avec la force constructive et de destruction. Au moment où ces concepts-là sont utilisés justement pour lutter contre la discrimination, pour contrer les injustices sociales, c'est à ce moment-là que c'est des concepts qui sont très forts. Mais par contre, quand ils sont utilisés pour diviser, pour faire peur, pour dissuader d'aller vers, c'est à ce moment-là qu'ils sont utilisés finalement pour défaire quelque chose. Donc ça dépend vraiment comment on les utilise. C'est pour ça que ma question n'est pas oui, c'est parce qu'il faut toujours penser qu'est-ce que ça peut faire. S'il y a quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui se saisisse. Je pense aussi que la question des concepts de diversité, c'est très important qu'au moment qu'on commence une collaboration, un projet, de s'entendre de qui on parle. Parce que diversité, c'est très large. Donc, si avant d'agir, il faut bien savoir vers qui on va agir, pour qui on va agir, qu'est-ce qu'on veut faire. Et
chacun de nous a sa définition de ces termes-là. Exact. Donc, il faut mettre quelque chose d'abord en commun pour être certaine qu'on a la même base. Ça, c'est clair. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup. Pour finir, on est arrivé au terme de notre entretien. Mais pour finir, je voudrais te poser une question. Tu sais, les immigrants, quand ils arrivent ici, la peur fait en sorte qu'on ne va pas spontanément vers l'autre. Donc, toi, tu es une experte en communication interpersonnelle. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner en termes de communication, en termes de liens qu'on peut tisser à travers la communication avec l'autre qui nous accueille quand même qui nous accueille ici, par exemple? C'est une question difficile. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'oser. Oser, ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite parler à la personne, parce qu'on a des différences culturelles qui font que pour certains, ce n'est pas dans leurs habitudes de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais juste un sourire parfois. Juste de voir que la réaction de l'autre personne qui peut-être va retourner ce sourire-là. Donc, c'est déjà une petite ouverture qui s'est faite et qui quelque part, qui se dit qu'on n'est pas un atome seul. Les gens nous voient. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de courage, qui là, ils peuvent faire des activités, par exemple, ils peuvent commencer avec des activités de journée de la paix. Ceux qui sont un peu plus timides, oui, commencez peut-être par un sourire, par dire bonjour aux voisins. Parce que c'est des personnes les plus proches qui sont là, et voir ce qui se passe. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Exactement. Et honnêtement, je ne suis pas une personne qui avait le courage toujours. J'étais quelqu'un qui était extrêmement timide. Ça ne se voit pas, Anna. Mais je te jure. Ma mère pourrait témoigner. Mais c'est justement aussi dénommer les peurs qu'on a. De dire que je suis un peu timide ou je ne sais pas comment dire exactement la chose. C'est quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Donc, ça devait être difficile. C'était difficile. C'était difficile parce que je n'étais pas prête pour vivre une différence culturelle aussi énorme. Parce que naïvement, j'avais pensé, je reste en Europe. Non. La réalité était autre chose. Exactement. Mais on a une seule vie à vivre. Exactement. Et il faut la vivre pleinement et comme on la souhaite. Exactement. Ce qui fait ton bonheur, tu y vas avec. Oui. Et même si on rencontre une personne méchante quelque part, c'est une personne. C'est pas tout le monde. Cette personne ne représente pas tout le monde. Non, et peut-être cette personne-là aussi, elle a une mauvaise journée, peut-être, je ne sais pas, elle a ses soucis, c'est peut-être pas quelqu'un qui est fondamentalement méchant, mais c'était pas peut-être la bonne journée. C'est ça, on a tous une mauvaise journée. C'est ça. Bon, alors, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien était vraiment très riche et je suis sûre que beaucoup ont retenu tout ce que tu nous as édifié par rapport à la communication interpersonnelle. Merci. Donc, je te remercie énormément. On est arrivé à la fin. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour en terminer? Je pense que je dois juste dire merci beaucoup pour cette opportunité parce que de pouvoir te rencontrer et discuter, c'est vraiment très important pour moi. Oh, mais c'est un privilège pour moi de t'avoir ici aujourd'hui avec moi. Et je suis sûre que beaucoup aussi vont apprécier. Donc, merci beaucoup. Et tu restes une partenaire de Bienvenue à l'immigrant. Bien sûr. Vous êtes un de mes partenaires préférés. Merci énormément. Donc, on est arrivé au terme de notre entretien avec Anna. Je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Merci.